Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation pour assister à cette table ronde sur le thème santé et territoire. Quelle place pour la MSA dans la stratégie nationale? Alors, ce sujet est d'importance, hein, comme vous le savez. La santé est une préoccupation majeure pour l'ensemble des Français à tous les âges de la vie, et plus encore en milieu rural où la rareté de l'offre accentue les difficultés d'accès aux soins et l'inégalité devant la santé. Alors, c'est pour cette raison que la MSA Berry-Touraine a souhaité organiser cette table ronde pour nourrir ce sujet, entrevoir les convergences possibles entre la stratégie de santé des pouvoirs publics, s'agissant des territoires ruraux, mais également ce que propose la MSA en la matière. Hein. Il y a de nombreuses propositions qui ont été formulées à ce titre, et puis ce que la représentation nationale ainsi que les territoires eux-mêmes peuvent attendre du deuxième régime de protection sociale qu'est la MSA. Alors l'idéal, vous le savez, hein, par cette crise Covid, l'idéal aurait été d'organiser cette table ronde et cette rencontre en présentiel, mais la crise ne nous a pas permis de le faire et nous oblige donc à nous adapter en adoptant cette formule pour nous inédite, mais c'est la règle du jeu pour beaucoup. Voilà, donc je vais commencer par présenter nos participants, que je remercie encore de leur présence. Donc, nous avons 3 hôtes de marque autour du président de la MSA, Pascal Cormery. Donc, il s'agit de Madame la Ministre, Jacqueline Gouraud. Bonjour Madame la Ministre, est-ce que vous nous avez rejoint? Je pense que vous n'allez pas tarder à nous rejoindre, mais en tout cas, on est heureux de vous accueillir. Vous êtes ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et vous êtes originaire du département de Loir-et-Cher, où vous avez été notamment sénatrice et conseillère générale par le passé, entre autres nombreuses fonctions électives. Nous avons également avec nous Monsieur Labaronne. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Donc, vous êtes député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire et vous avez été maire de Bléré. Et puis nous avons avec nous Monsieur Descoux, Serge Descoux, pardon, excusez-moi pour le lapsus, donc Monsieur le Président, bienvenue aussi parmi nous. Et vous, vous êtes président du conseil départemental de l'Indre et vous avez été pendant plus de 20 ans, si mes informations sont exactes, à la tête d'une exploitation forestière. Absolument. Voilà, donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moins 2 d'entre vous, Madame la Ministre et Monsieur le député, vous êtes certes titulaires de mandats nationaux, mais vous êtes également tous les 2 et donc tous les 3 avec Monsieur Descoux, très en prise avec le local, hein, ce qui intéresse particulièrement notre public. Et nous avons aussi fait le choix que chacun, vous soyez issu d'un des départements que couvre la MSA Berry-Touraine. Et puis, vous avez l'avantage aussi de vous connaître tous les 3 et de connaître également le président Cormery, hein, qui, par ailleurs, président national, est aussi président de la MSA Berry-Touraine. Il est agriculteur donc à Neuville-le-Roi, au nord du département d'Indre-et-Loire. Voilà. Et puis, le public que nous avons invité est quant à lui composé principalement de délégués, hein, les délégués MSA des 3 départements d'Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, et qui ont été récemment élus dans le cadre des élections régulières qui se tiennent à la MSA. Et puis, nous avons également convié donc à cette table ronde, en spectateurs, des personnalités du monde administratif, politique, social et agricole. Et nous remercions les uns et les autres de leur présence. Voilà, pour ma part, donc, je suis Étienne Lemort, je suis le directeur de la MSA Berry-Touraine et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, je ne sais pas si... Voilà, Madame la Ministre, vous nous avez rejoint. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous ai présenté. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président du Conseil départemental. Bonjour Monsieur le député. Bonjour à tous. Bonjour Mesdames. Je vois des dames en médaillon aussi. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ce matin avec vous. Voilà. Et je vais participer au dialogue que vous allez évidemment instaurer sur la santé et les territoires. C'est tout un programme, comme on dit, et c'est évidemment dans le cadre de la crise de la Covid aujourd'hui, quelque chose évidemment qui montre à la fois la force de notre système de santé en France, puisque naturellement nous sommes le pays qui assure à tous nos concitoyens qui sont touchés par la maladie
un système de santé et d'accompagnement absolument exceptionnel. Et en même temps, on sait que notre système de santé, c'est cela le sujet aujourd'hui, recèle des faiblesses structurelles, notamment sur la démographie médicale. Voilà, je fais cette petite introduction. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on organise vraiment le débat. Voilà. Alors écoutez, merci Madame le Ministre, parce qu'on rentre effectivement par cette introduction de votre part dans le vif du sujet. On est ensemble à peu près 1h30 pour le déroulé de cette séquence, de cette rencontre. Donc, nous avons prévu d'aborder ce sujet sous l'angle de 3 sous-thématiques: la prévention et la promotion de la santé. Vous l'avez à votre écran. L'accès aux soins, donc c'est exactement connecté avec ce que vous disiez, Madame la Ministre, et l'organisation des soins, qui peut paraître peut-être un peu plus technique, mais qui sans doute une des clés, en tout cas, de l'accès aux soins sur les territoires pour tous. Voilà. Alors, chaque thématique sera introduite par une question vidéo d'un délégué MSA, puisque c'est évidemment une préoccupation des territoires ruraux, et c'est en tout cas notre réseau, qui nous remonte aussi l'expression de ces besoins, et ça permettra d'engager la discussion. Et puis, tout au long des échanges, donc on aura la possibilité, pour le public aura la possibilité de poser des questions, et donc nous en sélectionnerons une partie parce que nous ne pourrons pas tout retenir, et puis nous vous les soumettrons les uns et les autres, alors soit en fin de séquence, ou soit en cours de séquence, si en tout cas les questions rejoignent directement le cœur des thématiques qu'on aborde. Voilà. Donc notre première thématique, je vous propose de l'engager tout de suite, sachant que quand vous prendrez la parole, quand vous ne prendrez pas la parole, si vous pouviez couper vos micros, je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais pour éviter peut-être des effets de Larsen ou d'écho. Donc voilà, mais en tout cas, vous serez amené à prendre la parole quand vous le voudrez, évidemment, pendant ce débat, puisque c'est un débat. Donc je vous propose la première thématique, qui est donc effectivement la prévention, avec des sujets très très larges au cœur de cette thématique, qui est la prévention, la promotion des soins. Et on l'introduit, cette thématique, avec une question posée par un délégué. Que fait la MSA pour aider la population à se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible, pour qu'au quotidien, les gens prennent soin de leur santé? Voilà, donc une préoccupation qui est vraiment une préoccupation de base, à savoir la santé, rester en bonne santé, pas seulement par les soins, mais aussi par la prévention. La MSA est interpellée sur ce sujet-là. Alors, on parlera tout à l'heure de l'accès aux soins à proprement parler, mais avant le soin, l'idéal, c'est la question de la prévention, la promotion de la santé, et je pense notamment en particulier à la prévention du vieillissement, qui est une des problématiques majeures du moment sur le sujet. Peut-être, Madame la Ministre, vous pourriez commencer à nous parler de la stratégie nationale de santé en lien avec ce sujet sur les territoires. Peut-être, je crois que derrière la question qui était posée par la personne qui vient de s'exprimer, quand elle dit en bonne santé le plus longtemps possible, on voit derrière cette question qu'il y a peut-être, je crois comprendre, l'idée aussi vers laquelle je crois on doit tendre, et qui est l'idée en tout cas que soutient le gouvernement, c'est d'essayer que les personnes qui vieillissent restent le plus longtemps chez elles. Et ça, je crois que c'est un enjeu de société qui est très important. On sait très bien que la société a beaucoup évolué, qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois une maison de retraite classique n'existe plus beaucoup. C'est-à-dire que quand les gens entrent dans des maisons communes, si je puis dire, ce qu'on appelle les EHPAD, ce sont des gens qui sont en général très âgés, qui ont besoin d'une assistance médicale très importante. Mais il y a donc les gens qui vieillissent tranquillement et qui
ont le souhait de rester chez elles. Et donc, je crois que tout l'enjeu de cette société qui évolue, c'est d'avoir des lieux d'accueil et de l'habitat qui soit adapté, de l'habitat inclusif, comme on dit maintenant. Et c'est un programme auquel nous réfléchissons beaucoup avec la ministre du Logement pour que les personnes puissent rester à domicile chez elles et avec du personnel qui leur rend visite régulièrement, ou dans une forme d'habitat à domicile, si je puis dire, mais partagé entre plusieurs personnes avec des services. Je crois que les lieux d'habitat sont quelque chose de très important et l'accompagnement des personnes âgées sont très importants. Et c'est pour ça que à domicile, et là évidemment la MSA en parlera beaucoup mieux que moi, est quelque chose qui est absolument fondamental pour les personnes qui restent dans leur domicile habituel traditionnel. Et nous avons besoin aussi d'inventer un nouveau modèle entre la maison chez soi, au sens traditionnel du terme, et les EHPAD ou l'hospitalisation, si je puis dire, pour les personnes très âgées qui ont besoin d'un accompagnement médical. Alors, merci Madame la Ministre. Peut-être, avant de laisser la parole à Pascal Cormery, qui a, je pense, beaucoup d'idées sur le sujet, peut-être Monsieur Labaronne, la vision aussi des choses pour vous, députés aussi de terrain, et les remontées que vous pouvez avoir, puisque vous observez en fait sur le terrain avec vos administrés. Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi je voudrais peut-être mettre l'accent sur 3 points. Le premier, rappeler que dans le cadre de l'agenda rural, des engagements forts ont été pris par le gouvernement s'agissant de la présence médicale sur le terrain. Parce que pour que nos seniors restent chez eux en bonne santé, encore faut-il qu'il y ait une bonne couverture médicale. Et on sait que la question des déserts médicaux est une question prégnante dans nos territoires ruraux. Et pour répondre à cette problématique, des engagements forts ont été pris, notamment le recrutement de médecins salariés, notamment le déploiement des internes en médecine dans les territoires sous-dotés. Et je crois aussi qu'il faut réfléchir à des formes de présence médicale mobile, notamment à travers des bus. Et moi, j'aimerais vous interroger sur ces éléments d'innovation, je dirais, parce que on sait qu'un bus qui embarque de la télémédecine peut être une réponse adaptée pour aller au plus proche de nos concitoyens dans les territoires ruraux. Le deuxième point qui me semble important pour répondre à la question qui nous a été posée, c'est la question de la coordination entre les différents acteurs de santé, une coordination qui d'abord s'instaure dans le cadre des conférences régionales de santé, mais qui s'instaure également avec les contrats locaux de santé pilotés par les pays, ou encore avec les CPTS, les communautés professionnelles territoriaux de santé. Je crois qu'il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table pour échanger, dialoguer et avoir une approche qui soit systémique, globale, pour prendre en charge nos aînés, mais pas seulement dans les territoires ruraux. Et puis le troisième point, c'est bien évidemment la question des EHPAD, mais aussi de l'habitation qui doit être adaptée à nos anciens pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible. Et je crois qu'il y a, s'agissant des EHPAD, un effort, une réflexion à conduire, notamment avec les conseils départementaux, pour qu'ils soient vraiment les pilotes de la rénovation et de l'aménagement de ces établissements. Mais s'agissant des logements individuels, toute la question de la domotique, toute la question de l'assistance aux personnes qui résident chez elles doit être envisagée. Il faut aussi réfléchir sur les modifications des logements. Il faut que ce soit plus simple, par exemple, de pouvoir supprimer une baignoire et mettre une douche à la place. Et il faut qu'il y ait des accompagnements, des aides, et il faut qu'il y ait des conseils et des personnes qui soient en capacité d'offrir des bonnes solutions techniques
pour permettre à nos aînés de rester chez eux dans leur domicile. Voilà, donc couverture médicale, coordination et réflexion sur le logement individuel et également sur les investissements nécessaires dans les EHPAD. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Descoux, également, peut-être votre regard, parce que les sujets qui ont été abordés là par monsieur le député Labaronne et madame la ministre sont effectivement l'ensemble des thématiques que nous avions un peu répertoriées pour ces échanges. On a aussi des questions qui nous remontent déjà de la part du public. Donc, après, peut-être monsieur Descoux, oui. Nous vous les soumettrons également. Monsieur Descoux, nous vous écoutons. Vous avez raison, madame la ministre le précisait, la santé est vraiment le sujet de préoccupation dans un département rural comme le nôtre, comme dans d'autres d'ailleurs. J'ai lancé une vaste consultation en 2019 et 78% des habitants de ce département considéraient que la santé était leur préoccupation numéro 1, avant la sécurité, avant l'emploi. Donc c'est un vrai sujet. Je vais aborder, monsieur le député, vous abordiez quelques sujets, mais la désertification médicale est un problème très préoccupant. Je rappelle que dans l'Inde, il y a 12 ans, il y avait 212 médecins généralistes. Maintenant, nous n'en avons plus que 135. Donc, je crois que c'est un vrai sujet. Nous nous y sommes attelés. Mais voyez-vous, dans un département comme l'Inde, nous avons 3 handicaps par rapport à d'autres départements. Quand je me suis attelé à ce sujet, c'était de se dire comment lutter avec des territoires qui ont une bien plus forte attractivité que le nôtre. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est comment lutter avec des territoires, monsieur le député, vous allez sourire, mais dotés d'un CHU. C'est plus simple lorsqu'on a un CHU que dans le département, il n'y en a pas. Troisième préoccupation qui nous est un peu particulière dans le département de l'Inde, mais qui nous pénalise énormément, j'ai eu l'occasion de l'évoquer au président de la République lorsqu'il était venu dans l'Inde en 2019, de dire le vrai problème, c'est que nous, nos étudiants en médecine, sont censés tous être à Tours, à la faculté de Tours. Or, les 2 tiers ne sont pas à Tours, ils sont à Limoges, dans une région sanitaire différente, ce qui nous complique énormément les sujets, notamment pour ce qui concerne les stages. Donc, c'est un sujet de préoccupation. Donc, sur la désertification médicale, nous nous sommes attelés à ce sujet depuis 5 ans, et je note que lorsqu'on a un peu de volonté, qu'on essaie de séduire, puisqu'il n'y avait pas de coercition possible, puisque la coercition n'était pas possible, moi, je me suis lancé dans une politique de séduction, et que l'ARS vient de sortir un document qui est intéressant, et que, à part nos amis de l'Indre-et-Loire qui ont, depuis 5 ans, augmenté en nombre de médecins, le département de l'Inde est celui qui a résisté le mieux, puisque nous avons certes perdu 27 médecins, mais nous en avons accueilli 20. Donc, on voit que ça porte ses fruits. Alors, monsieur le député, vous l'avez très bien dit, madame la ministre, l'adaptation de l'habitat nous paraît essentielle. Et voyez-vous, nous avons traité cette année à peu près 160 dossiers. Nous permettons simplement, ce que vous disiez, monsieur le député, de supprimer effectivement la baignoire pour adapter la douche, et souvent l'ouverture des volets, l'accès handicapé. Et ça nous permet effectivement de laisser et de permettre à ces femmes et ces hommes de rester beaucoup plus longtemps chez eux. Donc on traite 165, 170 cas par an avec nos partenaires. Je fais remarquer qu'avec 10 ou 15 000 euros, on a solutionné les 3 quarts des problèmes et que 99%, voire 100% des travaux sont réalisés par les entreprises locales. Donc, ça me paraît essentiel. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, pour ce qui concerne le maintien de nos aînés à domicile, c'est un peu la politique bien vieillarde dans l'Inde, je crois qu'il y a un sujet qui me préoccupe, c'est le problème des aides à domicile. Parce que si nous voulons que nos aînés restent le plus longtemps possible à domicile, c'est le problème des aides à domicile. Or, je constate que nous avons de moins en moins de bras disponibles. Et c'est un vrai sujet de préoccupation. D'ailleurs, nous devions faire un grand colloque au cours de ces derniers mois, et malheureusement, la Covid nous y a empêchés, mais je crois que, et je sais que Madame la ministre est très sensible, comme le président de la MSA, il faut que nous attelions à ce dossier. Alors on me dit, oui, mais il y a peu de candidats. Moi, je crois qu'il faut se poser la question de savoir le problème du travail à temps complet pour ce qui concerne des aides à domicile, le problème de la rémunération, parlons des choses très clairement, je pense qu'il y a un problème aussi de niveau de rémunération, et puis un problème de formation. Mais je crois que si nous ne réglons pas ce problème à très court terme, nous aurons de très très graves difficultés à très court terme, comme je le disais tout à l'heure. Enfin, je crois qu'il y a deux autres mesures que je voudrais évoquer pour ce département de l'Inde que nous essayons de mettre en œuvre. Il y a l'accueil familial qui a été évoqué tout à l'heure. Nous avons 154 exactement de nos aînés qui sont en accueil familial dans environ 77 familles. Ça se passe très bien et donc ils retrouvent un confort, de l'amitié, de la convivialité. Je crois que c'est quelque chose de très bien. Et puis,
nous avons lancé un vaste programme de télémédecine. Vous savez que le département d'Inde a été site pilote il y a 12 ans sur la télémédecine et j'ai fait voter il y a quelques jours véritablement la mise à disposition de cabines de téléconsultation. Pourquoi? Parce que je pense que dans les communes qui ont des pharmacies et qui n'ont plus de médecins, je pense que les pharmacies sont condamnées à court terme ou à moyen terme. Donc je me suis entretenu avec les pharmaciens dans les communes où il y avait des pharmacies et pas de médecins, et là aussi dans des communes de plus de 1000 habitants où il n'y avait ni pharmacie ni médecin, le département donc mettra à disposition donc de ces pharmacies des cabines de téléconsultation de telle façon qu'on puisse effectivement apporter là une partie de la solution à l'ensemble de celles et ceux qui effectivement souffrent d'une désertification médicale. Voilà, donc je pense que nous partageons la même analyse et moi ce qui me préoccupe dans ce département c'est le nombre d'aides à domicile qui a tendance à diminuer et pour moi c'est un sujet numéro 1 dans les prochaines semaines. Est-ce que je peux reprendre la parole? Je ne sais pas si… Oui, je vous en prie, Madame la Ministre. Et puis, d'abord pour dire que je suis absolument d'accord avec Serge Descoux sur tout ce qui concerne les aides à domicile. Je crois effectivement qu'il faut donner à ce métier, à cette fonction, un statut qui soit davantage reconnu et sans parler bien sûr aussi de la nécessaire formation. On sait bien comment les régions notamment ont fait, puisque c'est leur compétence, ont fait un effort considérable sur les infirmières. Je crois qu'il faut aussi que l'on institutionnalise, entre guillemets, davantage la formation des aides à domicile. D'ailleurs, je suis d'un département, le Loir-et-Cher, comme vous l'avez rappelé, où il y a eu un peu de remous chez les aides à domicile il y a quelques semaines, montrant un certain mécontentement. Je pense qu'il faut qu'on fasse un effort. Par ailleurs, je voudrais rajouter dans la discussion qui a eu lieu l'idée, et je crois qu'il faut rappeler que ce gouvernement a supprimé le numerus clausus, qui est une étape essentielle en ce qui concerne la formation des médecins, même si on sait que ces effets seront perceptibles qu'à moyen terme, bien évidemment, puisque pour former un médecin, il faut au moins 10 ans. On le sait, mais je crois que c'est très important parce que pendant longtemps, on en a parlé depuis la création de ce numerus clausus qui était basé sur une idée assez saugrenue, qui était que l'on pensait que si on fabriquait, entre guillemets, moins de médecins, on aurait moins de dépenses sociales, ce qui, évidemment, était une vision tellement à court terme qu'on imagine mal que ça a pu être pensé, et surtout, c'était une vision qui ne prenait pas du tout en compte, bien sûr, l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens. Donc, je voulais le rappeler. Alors, bien évidemment, c'est lié aussi à la capacité et au nombre des internes dans les CHU. C'est un sujet auquel il faut bien veiller. Je sais qu'au CHU de Tours et d'Orléans, ils demandent plus de postes d'internes. Donc, je le dis, puisqu'il faut aller au bout de la discussion. Deuxième chose, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, parce qu'on sait, et ça, je vous l'ai dit, que c'est compliqué de trouver des médecins qui s'installent à Loire parce qu'il y a la proximité du CHU. C'est plus compliqué dans les zones plus rurales. Et nous avons aussi, dans la loi de 2019, créé le contrat d'engagement du service public. Alors moi, j'y crois beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'au fond, il y a une capacité de donner aux étudiants en médecine une bourse reçue pendant les études de médecine et qui fait qu'en contrepartie de cette bourse, on exige que le jeune médecin s'installe ensuite dans une zone sous-dense, c'est-à-dire là où on manque de médecins. Vous savez, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, ça a marché pour les enseignants. On manquait d'enseignants dans les zones rurales, on avait créé ce qu'on appelait les IPES à l'époque, et contre une bourse, eh bien, il y avait obligation de donner une partie de son temps
de médecins sur les territoires, enfin sur les enseignants, pardon, pour les territoires sous-dotés. Et je pense que c'est important. Je pense qu'on aurait intérêt à faire connaître davantage ce système. L'autre système qui marche bien aussi, c'est le tutorat, mais je ne vais pas être trop longue. Merci Madame la Ministre. Alors peut-être Pascal Cormery, parce que effectivement tous les sujets qui ont été abordés sont en fait les sujets qu'on avait prévu de balayer sur l'ensemble de la table ronde. Peut-être Pascal Cormery, quelques pistes d'éléments à mettre en avant qui sont de la compétence aujourd'hui de la MSA en face de ces propositions-là. Et puis je voulais quand même vous soumettre une question d'un délégué qui dit « mais oui, mais la prévention, effectivement, le vieillissement est important, mais que fait-on aussi pour la prévention primaire, notamment l'éducation à la santé des jeunes ?» Alors c'était un sujet sur cette première sous-thématique que j'aimerais qu'on aborde aussi également, et après l'intervention de Pascal Cormery, peut-être une petite séquence vidéo pour introduire aussi ce sujet-là, sachant que tous les autres, la télémédecine, effectivement l'implantation des médecins sur les territoires, et puis les structures d'hébergement des personnes âgées, on a aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais Pascal Cormery, peut-être. Peut-être juste en introduction, d'abord saluer Madame la Ministre, saluer Daniel Labaronne et puis Serge Lescou. Merci en tout cas d'avoir accepté de la part de la MSA Berry-Touraine de se prêter à cette animation, en tout cas par visio. La Covid nous amène ainsi. Peut-être on ne l'aurait jamais pensé il y a quelques années, mais bon, ça le mérite effectivement de pouvoir aussi faire participer nos délégués à un certain nombre d'informations qui est nécessaire. Juste pour aller rapidement, les MSA, alors je reprendrai peut-être au fil de l'heure qui nous incombe, peut-être des points des uns et des autres, mais simplement la politique de prévention, je le dis sans aucune arrière-pensée, ça a souvent été le parent pauvre un peu de la politique de santé, parce que c'est quelque chose qui se matérialise difficilement. Malgré tout, historiquement, nous en avons fait sur les territoires ruraux au niveau de la MSA pour l'ensemble de la population, à la fois bien sûr notre population d'affiliation, mais aussi l'ensemble de la population rurale. Nous avons fait des politiques de prévention sur, bien sûr, la vaccination, le cancer. On reviendra peut-être, on avait mené une opération importante sur le colotour dans l'Indre il y a 2 ou 3 ans qui a eu un succès important. Et quand je dis un succès important par effectivement le nombre de personnes venues voir, plus de 1000 personnes qui sont venues voir, mais aussi le résultat final des personnes qui ont été se faire détecter, donc c'est important. La prévention bucco-dentaire. Et il y a tous les phénomènes d'addiction et je pense qu'on doit avoir, en tout cas, je suis persuadé que notre rôle avec nos préventeurs, nos médecins, c'est aussi d'apporter, notamment chez les populations les plus jeunes, c'est quoi la santé et comment au cours de notre vie on doit, quels sont les gestes que nous devons adopter les uns et les autres pour préserver notre santé tout au long de notre vie. C'est un point important, notamment chez les populations peut-être les plus défavorisées ou les plus éloignées de l'information. Je pense que là nous avons, nous jouons, c'est pas nous avons, nous jouons un rôle important. Et juste peut-être reprendre les propos, un propos de Madame la Ministre. Effectivement, nous avons à disposition sur l'accompagnement du vieillissement, parce que en fait la prévention c'est tout au long de l'âge de la vie et malgré tout aussi à un moment donné l'accompagnement du vieillissement, y compris sur les territoires ruraux, des petites unités de vie qui sont à disposition. Et c'est vrai que historiquement, la MSA, il y a plus de 30 ans, avait mis en place les MARPA, donc ces petites unités de vie qui permettent, alors avec toutes les difficultés, on y reviendra peut-être, hein, mais qui permettent aux gens de continuer à vivre proche de leur domicile existant, mais dans un habitat dit plutôt inclusif, avec des médecins, des infirmières qui accompagnent ces personnes dans ce lieu d'habitat. Donc voilà, je pense que la politique de prévention,
je pense qu'il faut la renforcer parce que moins on a de gens malades et moins on embolise les hôpitaux, les médecins et tout. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette politique de prévention au niveau national et qu'on doit s'y attarder. Sur la politique de prévention, oui, je vous propose une petite séquence sur la prévention du tabac parce qu'on sait que c'est une des premières causes de mortalité en France et on a des actions de terrain qui sont réalisées par la MSA. Alors, sans trop s'apesantir sur le sujet, c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler puisque la prévention se réalise à tous les âges, y compris chez les jeunes, dont on voit bien aujourd'hui que la santé mentale, aujourd'hui en tout cas mise en exergue par le Covid, la santé est quand même sujet parfois de précarité. Une petite séquence sur la prévention du tabagisme. Le tabagisme est responsable de près de 75 000 décès prématurés par an en France. C'est la première cause de mortalité évitable, très loin devant les accidents de la route et l'alcool. Partant de ce constat, la MSA a créé le programme Déclic Stop Tabac. Il a pour objectif d'inciter les jeunes de MFR et de lycées professionnels à s'engager dans une démarche volontaire de sevrage tabagique. À la MSA Berry-Touraine, nous l'avons mis en place à la MFR de Saint-Firmin-des-Prés et au lycée Naturapolis de Châteauroux, avec l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. Le Déclic Stop Tabac, c'est un programme en 4 temps. Le premier, c'est une sensibilisation pour l'ensemble des jeunes. Le deuxième est une formation des référents de l'établissement scolaire. Au cours du troisième temps, les jeunes se retrouvent en petits groupes d'échange et sont soutenus par les professionnels de l'établissement et les intervenants. Et enfin, la quatrième étape se construit individuellement en fonction des besoins des jeunes. Ce peut être un accompagnement diététique, psychologique ou par des activités physiques. Grâce à cette première expérience et à notre réseau, nous continuons sur cette dynamique. Nous avons travaillé avec les MFR pour qu'elles puissent bénéficier du programme Tabado. C'est un programme probant, porté par l'INCa et financé en partie par la MSA via le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Voilà, c'est une illustration parmi d'autres actions. Alors, je pourrais citer les examens de santé, dits instant santé, que l'on réalise en MSA vis-à-vis des populations précaires ou plutôt des populations qui sont aujourd'hui sorties du soin et qu'on essaye de remettre dans les circuits de soins. Donc là, on est aussi sur la prévention du risque du risque de santé, hein, du risque de ne pas être suivi médicalement, qui rejoint aussi d'ailleurs aujourd'hui les préoccupations qui tournent autour du Covid, puisque beaucoup de gens sont escamotés du circuit de soins parce que effectivement les structures de soins sont mobilisées sur le Covid. Et puis je pourrais citer d'autres actions de prévention de manière très large, comme l'a dit Pascal Cormery, mais je peux peut-être le laisser poursuivre certains éléments sur le sujet avant qu'on puisse revenir sur la thématique sur l'accès aux soins peut-être. Juste pour peut-être informer l'ensemble des personnes et présente, simplement dire que effectivement nous avons organisé le Colotour, donc la détection du cancer colorectal dans l'Indre, et ce sont les délégués locaux qui ont organisé pendant une semaine ce Colotour, donc ça a été un vrai succès malgré tout. Et le succès, je disais tout à l'heure, c'est que derrière beaucoup de gens ont été se faire dépister pour effectivement avec des situations positives, et ça a permis notamment en termes de prévention eh bien, de pouvoir soigner les gens vraiment en tout début de maladie. Donc, comme quoi la prévention peut jouer un rôle important. Nous avons les actions du bien vieillir. Et puis enfin, nous avons un atelier pour répondre là aussi à la préoccupation des 3 intervenants, notamment les ateliers, ce qu'on appelle l'ACEPT, qui sont organisés dans le cadre de l'interrégime avec le régime général, donc les CARSAT, sur donc le bien vieillir, mémoire, bien-être, vitalité, nutrition. Donc ce sont des ateliers qu'on fait tous les ans, une 50aine d'ateliers qui représentent 500 personnes, sur justement comment, au fur et à mesure, notamment dans le cadre du vieillissement,
comment se garder et se préserver, d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est quand même des actions qui sont importantes et qui sont nées en relation souvent avec, bien sûr, parfois les cantons, mais aussi, je vous le dis, l'inter-régime, donc nos collègues du régime général. Monsieur le Président, je crois qu'on peut vous féliciter de tout ce que la MSA a fait en termes de prévention. Et c'est peut-être l'occasion de dire, parce qu'il ne faut pas, je sais que tout n'est pas parfait dans notre pays, mais enfin, quand on voit la petite vidéo que vous venez de nous présenter, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont faites. Et ce qui est très important, c'est que c'est fait par vous en liaison avec des organismes nationaux comme évidemment les organismes de lutte contre le cancer, etc., la Ligue nationale. Et je crois qu'il faut mesurer que beaucoup de professions médicales aussi, par exemple l'ordre des chirurgiens dentistes, organisent de la prévention dans les écoles, que la prévention est quelque chose de formidable. Les infirmières scolaires, c'est un sujet d'actualité pour moi, font aussi beaucoup de prévention. Je pense que on est quand même un pays où la prévention est traitée, même si on ne fait jamais assez, bien évidemment, dans ce domaine, et que tout est perfectible. Mais quand même, je voulais souligner et vous féliciter, parce que je sais, avec tout le réseau de délégués que vous avez dans les départements, que la prévention par la MSA est un sujet qui est au centre de vos préoccupations, et pas seulement au centre de vos préoccupations, mais aussi une réalité. Merci Madame la Ministre. Alors peut-être certains veulent prendre la parole. Il y avait aussi la question évidemment sur la prévention sur les territoires, la question très douloureuse de la prévention du suicide, pour lesquels chacun est sensibilisé au sujet. On a un rapport récent, un rapport de Mézin qui est paru, une mission sénatoriale qui est en cours. Est-ce que sur ce sujet-là, certains veulent intervenir? Oui, si vous me le permettez. D'abord, effectivement, à mon tour, saluer les efforts très très importants que la MSA fait à l'égard de la prévention. Et grâce à votre maillage territorial, vous avez une action totalement indispensable dans ce domaine. Peut-être deux questions. La première, justement en lien avec cette prévention, vous faites partie des institutionnels présents dans les maisons France Service. J'aimerais savoir quel retour d'expérience vous avez de votre présence dans les maisons France Service, notamment en lien avec cette question de la prévention. Est-ce que c'est pour vous un bon moyen d'introduction, si je puis dire, pour votre action en matière de prévention? Et puis, la deuxième question, elle concerne les jeunes et leur addiction. Vous l'avez évoqué, aux drogues, mais aux jeux, également vidéo. Est-ce que, et également leur addiction devant des écrans, pour regarder des films, pour regarder des jeux, pour participer à des échanges entre amis. De ce point de vue, quelle est l'action précise que vous engagez, ou que vous avez engagée ou que vous souhaitez engager, notamment en faveur des jeunes dans nos territoires ruraux? Merci. Écoutez, il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas te répondre. En tout cas, peut-être que mon directeur, le directeur général pourra répondre. Simplement, concernant les maisons France Service, d'abord, je remercie, je profite aussi de le faire devant vous, mais j'avais l'occasion de le dire, remercier Madame la Ministre, puisque nous avons pensé une convention avec le ministère de la Cohésion des Territoires sur notre présence donc dans les maisons France Service. Effectivement, la première maison France Service gérée par la MSA se situe dans l'Indre, donc sur la commune de Valençay. Donc ça, c'est un point. Savoir si pour l'instant, elle permet d'informer sur la prévention. Je pense que de toute façon, dans le lieu de la maison France Service, on a effectivement tous les flyers, les trucs qui permettent d'informer.
je suis pas, moi, je regarde en même temps, je regarde indirectement le directeur général, mais je suis pas sûr que on ait encore peut-être le résultat, il donnera. Je pense que en termes de prévention, notamment sur tout ce qui concerne autour des jeunes, nous devons avoir avec l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture sur les établissements agricoles vraiment une action assez engageante pour justement avoir des temps de présence pour expliquer ces problèmes d'addiction. Moi, je crois, alors tout simplement parce que ayant été dans l'enseignement pendant une dizaine d'années, je crois quand même à la pédagogie et que c'est en disant les choses, en faisant au moins comprendre les choses, en alertant que nous sensibiliserons effectivement les jeunes. Et je pense que pour l'instant, sur les jeux, je pense qu'on l'a pas fait. Les addictions, on a les addictions en général, mais spécifiquement sur aujourd'hui les problématiques des jeux vidéo et tout. Mais en tout cas, c'est une action sur laquelle il faut s'attarder. Et en tout cas, nous devons, comme nous le faisons dans le cadre avec les établissements privés que sont les maisons familiales, mais aussi souvent avec le lycée de Châteauroux, hein, je pense notamment au lycée de Châteauroux où on mène souvent des actions de prévention, nous devons vraiment travailler sur ce sujet, ça c'est sûr. Là, c'est un point important, je suis d'accord avec toi, Daniel. Étienne, le micro. Étienne, le micro. Voilà. Étienne, le micro. Voilà, ça y est. Oui, il est vrai que sur les France Services, on est présent. On a l'ambition, on a ouvert, enfin, on pilote aujourd'hui une vingtaine de France Services depuis le lancement de la démarche. Et donc, on a une ambition d'être au rendez-vous de 200 France Services à piloter à l'échéance. Donc, on est partie prenante et France Service, c'est surtout un concept d'accès au droit, d'accès à l'information, d'éducation au numérique pour les populations qui se déplacent dans le cadre d'un maillage territorial le plus large possible. La question de la prévention, elle passe par d'autres canaux. Déjà, l'institution MSA s'inscrit dans la politique nationale de santé et de prévention élaborée par les pouvoirs publics. Et donc sont identifiées les thématiques principales, en tout cas, auxquelles on doit s'associer. Et c'est vrai que la question des écrans n'est pas forcément aujourd'hui, enfin, dans les visions que j'ai, un des éléments qui est identifié comme étant déterminant, en tout cas dans la politique de la MSA. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est en tout cas un sujet sur lequel on peut s'interroger, sachant que la politique de prévention, enfin le ciblage en tout cas des populations qu'on fait rentrer dans des circuits de prévention passe plutôt par du data mining, donc de l'analyse de données, plutôt que par le filtre des France Services, puisqu'on n'a pas forcément en France Services, les populations qui nous rendent visite ne sont pas forcément celles qu'on veut faire rentrer dans les circuits de prévention. Mais bon, on est un guichet unique. Donc la donnée, on l'a de manière très large et ça, c'est une richesse, en tout cas, pour élaborer nos schémas de prévention. Juste, je voulais rajouter, excusez-moi, simplement sur la question que posait Étienne Demort, sur la prévention du mal-être en agriculture, à la fois chez nos salariés et chez nos exploitants. On sait dans tous nos départements, hein, les 3 départements concernés par le périmètre de la caisse Berry-Touraine, la problématique. La problématique est plus importante encore dans le sud de l'Inde. Nous avons mené il y a déjà presque 10 ans sur Argenton, vraiment dans le sud de l'Inde, Argenton-sur-Creuse et tout, une action importante hein, avec des lieux de rencontre, d'écoute et tout, face à des populations qui étaient vraiment en situation de mal-être. Alors le mal-être, hein, moi je suis très prudent sur le sujet, il est lié à plein de facteurs. Il y a le facteur économique, c'est vrai que globalement, il y a des revenus relativement faibles, mais il est lié à plein d'autres facteurs, notamment la notion d'isolement, la notion de célibat, la notion diverses et variées. En tout cas, nous nous attachons à essayer de prévenir le plus possible, hein, et malheureusement, on n'empêche pas tous les accidents. Et je le dis d'une manière très humble, s'avouer que nous sommes en difficulté à titre personnel, c'est jamais simple. Eh bien, c'est vrai qu'un agriculteur qui est en difficulté, une famille d'agriculteurs qui est en difficulté, avouer à quelqu'un qu'on a besoin d'aide et tout, ça demande souvent une démarche et en tout cas une proximité avec la personne en termes de détection. C'est un sujet important et c'est ce que j'avais dit notamment à Olivier Damazin. Je dirais les solutions, une fois qu'on a la détection, les solutions nous les avons.
où on n'a pas de solution, ou en tout cas des solutions très ponctuelles, c'est la détection du mal-être pour éviter l'acte ultime dans certaines situations. Voilà, ça c'est un sujet, en tout cas c'est très multifactoriel. Et puis moi je vous le dis, alors j'en profite d'avoir un élu local dans le président du conseil départemental, un député, puis madame la ministre. Il y a un sujet, je vous le dis, je sais pas si je suis le rapporteur de mes collègues agriculteurs, mais en tout cas, je vais m'attribuer ce droit aujourd'hui, c'est que on en a marre de voir tous les matins dans les journaux et tout des accusations sur l'agriculture. On en a marre. Moi, là, je veux dire que mes collègues, la première réaction, c'est de voir qu'en permanence, les anti-agricoles partout, voilà, qu'on fait pas bien, qu'on pollue tout, il y a un vrai... il y a un vrai harcèlement de la part d'une catégorie de la population et c'est très difficile à expliquer qu'il faut prendre de la hauteur à nos collègues. Voilà, je le dis parce que c'est aussi, ça fait partie des éléments qui occasionnent un mal-être dans la profession agricole, y compris même chez nos salariés. Je sais ça, Monsieur le Président, très bien. C'est vrai que cette manière de toujours attaquer le monde agricole est assez désespérante, qu'il y a des courants en France d'ailleurs très organisés pour faire cela. Mais sachez, Monsieur le Président, que vous avez un ministre de l'Agriculture, en Julien Denormandie, qui se bat pour les agriculteurs et qui a sa langue dans sa poche et qui a un langage très clair encore aux questions d'actualité cette semaine pour défendre le monde agricole. J'avais aucun doute. Hein. Pour l'avoir entendu, y compris au Parlement, j'avais aucun doute sur ce sujet. Merci. Écoutez, je vois que le temps tourne. On aurait pu aborder encore plus largement tous les dispositifs qui sont en cours, en tout cas actuellement, sur la prévention du suicide en agriculture, mais on sait que tous les acteurs de terrain sont actifs sur le sujet. Il y avait quelques questions avant de passer à la thématique suivante, de revenir en fait sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Labaronne, l'accès aux soins à travers le numérique, Monsieur Descoux à travers aussi la télémédecine ou des choses comme ça. Simplement peut-être clôturer cette première thématique. On avait beaucoup de questions sur la prévention. On m'a rappelé d'ailleurs que certaines actions, malgré tout sur le numérique, sont en cours, notamment dans le sud du département de l'Indre, Monsieur Descoux, dans le cadre du contrat local de santé de la Châtre, et avec l'enseignement agricole. Donc effectivement, sur des géographies localisées, on a ce type d'action, et puis on est également associé à une action plus large interrégime qui s'appelle le promeneur du net, dans le cadre duquel on sensibilise au bon usage en fait des écrans. Voilà. Beaucoup de questions sur la prévention, mais je suis désolé, je m'en excuse auprès des délégués, on ne pourra pas toutes les poser, mais on a aussi beaucoup de questions sur l'accès aux soins, et je me propose de revenir sur ce sujet-là à partir de maintenant, si vous en êtes d'accord, avec une introduction, une question qui est posée par un délégué. Trouver un médecin généraliste, un spécialiste, un kiné, une infirmière, ce n'est pas toujours facile dans le milieu rural. Parfois, cela demande de la patience et souvent les carnets de rendez-vous sont complets. Quelle solution la MSA propose aux populations rurales? Voilà. Alors, c'est une question qui est posée évidemment à la MSA dans le cadre de son action sur l'accès aux soins. Peut-être revenir, je ne sais pas, Madame la Ministre, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le député, sur vous aussi les remontées de terrain que vous pouvez avoir, et puis l'action qui est souhaitée par les pouvoirs publics dans ce domaine, et puis Pascal Cormery, toutes les initiatives qu'on peut prendre en la matière pour essayer de favoriser cet accès aux soins. Alors, une des questions peut-être en complément de ce que disait monsieur, une des questions qui était posée par un délégué était peut-on forcer des médecins à s'installer en milieu rural, hein, ça a été évoqué par Madame la Ministre, alors pas forcer, mais en tout cas inciter.
Et est-ce que il est envisageable de recourir beaucoup plus à l'embauche de médecins étrangers pour lutter contre la désertification médicale? Voilà deux questions qui peuvent être soumises. Je veux bien, sauf si Madame la ministre veut ouvrir le débat, mais… Non, non, allez-y, Monsieur Descouches, j'interviendrai après. D'abord, je voudrais dire que pour ce qui concerne la désertification médicale, ce qui a été, je crois, positif, incontestablement, aujourd'hui, le médecin, le jeune médecin, ou un jeune qui arrive, il ne veut plus travailler seul, et le médecin qui autrefois avait son logement, son épouse qui répond de téléphone, c'est terminé. Donc, je crois que les maisons de santé pluridisciplinaires ont été une très bonne chose. Et je crois que nous, dans l'Inde, nous en sommes mis véritablement en action, puisqu'on a 22 maisons de santé pluridisciplinaires. Mais j'avais dit un jour, le parpaing ne remplace pas le médecin, donc c'est pas parce que vous avez effectivement la structure que si vous n'avez pas de médecin, c'est pas la solution forcément idéale. Bref, mais ceci étant, ça fonctionne, et là, il y a des médecins, ça fonctionne bien, ils sont en groupe, ils sont solidaires les uns des autres, et ça fonctionne bien. Alors, moi, le but, c'est comment trouver des médecins spécialistes ou médecins généralistes. C'est un peu ça le sujet. Alors, le vrai problème, vous l'avez évoqué tout à l'heure un petit peu à voix un peu feutrée, c'était de dire, pourquoi pas un peu de coercition. Mais que voulez que je vous dise? Sénateurs, députés de droite, de gauche, de toute sensibilité, ont toujours été opposés à une forme de coercition. Donc, puisque on n'a jamais voulu imposer à des jeunes médecins de venir obligatoirement faire 2, 3, 4 ans dans des zones comme les nôtres, donc nous sommes obligés d'aller vers là une forme de séduction pour essayer de les convaincre. Donc nous-mêmes, nous avons recruté une chargée santé qui va depuis suivre les étudiants, qui va dans les facultés, aussi bien à Limoges, à Tours, à Poitiers ou à Orléans, et on a ouvert un site Doc 36. Donc je crois que ça attire quelques médecins, nous avons quelques succès en la matière. Deuxième formule, les médecins qui s'installent ont tendance à ne plus faire de visites à domicile. Donc, j'ai souhaité également que nous puissions là faire évoluer les choses, puisque notre population peut être âgée. Et donc, pour inciter les visites à domicile, j'ai proposé que nous puissions donner une subvention, mais pas à l'installation pour une formation purement et simplement, mais sur l'achat de véhicules, de telle façon que le médecin qui s'installera pourra s'équiper d'un véhicule pour aller faire les visites à domicile. Et puis, bien évidemment, nous avons deux autres sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, tout ce qui concerne la télémédecine, téléconsultation. Et moi, je voudrais dire qu'à ce niveau, bien évidemment, pour faire de la télémédecine, téléconsultation, faut-il avoir un réseau numérique performant. Il faut quand même reconnaître que là, l'État, je salue Madame la Ministre, vous nous avez bien aidé pour faire en sorte que, avec nos amis du Cher, nous soyons dotés des financements nécessaires pour que le très haut débit puisse rayonner sur l'ensemble du département de l'Indre et du Cher d'ici 2024-2025, et aujourd'hui déjà 70% de la population est couverte par le très haut débit, et je crois que l'État a pris ses responsabilités quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi, et je tiens à souligner. Et puis, il y a un autre sujet qui nous préoccupe, c'est la mobilité de nos personnes âgées et leur déplacement, et là aussi, nous avons été choisis, département de l'Inde, pour tester des navettes autonomes. Je crois qu'il faut faire preuve d'imagination, de pragmatisme, et de pouvoir attirer des médecins. Moi, je suis pour effectivement aider l'installation de médecins plutôt libéraux. Ceci étant, que des médecins puissent faire mi-libéral, mi-salarié, ça ne me pose aucun problème. Je crois qu'il faut être assez pragmatique. Alors maintenant, j'ai vu la région qui a pris une décision très courageuse, il y a 1 an et demi, de dire on va recruter 150 médecins généralistes qui seront des médecins salariés. Je trouve ça très bien. Le problème, c'est comment peut-on inciter ces médecins, ces jeunes médecins, à venir dans un département comme le nôtre? Parce que le tout, c'est pas effectivement l'annonce, elle est tout à fait louable, mais il faut le pragmatisme, c'est comment on les fait venir dans l'Inde. Pour l'instant, sur le projet de la région, qui encore une fois, je soutiens totalement, mais les premiers médecins salariés ne sont toujours pas arrivés dans l'Inde. Donc, c'est un vrai problème de sensibiliser ces médecins à venir. On n'a quand même pas beaucoup moins de médecins qu'il y avait 4 ou 5 ans, c'est pas vrai. C'est le problème maintenant d'un système de vie qui est différent et puis qu'il faut s'adapter. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut faire preuve d'imagination. Téléconsultation, je ne sais pas si ça fonctionnera. En tout cas, la cause, nous allons la mettre en œuvre dès le mois prochain.
Voilà ce que je voulais dire pour ce qui concerne le département de l'Inde. Mais moi, je suis de tempérament optimiste, donc je crois que quand il y a des difficultés, on fait preuve d'imagination, qu'il y a de la volonté, on trouve toujours quelques solutions avec l'appui des uns et des autres. Je crois que le témoignage de Serge Descou est très important et je le remercie beaucoup parce que d'abord, il y a une idée qui m'est chère, il le sait, c'est que les solutions sont dans un travail de co-construction entre les collectivités territoriales, entre chaque niveau de collectivité territoriale et l'État, bien évidemment. Ceux qui pensent toujours qu'il faut mettre des coins entre l'État et les collectivités territoriales ne sont pas, à mon avis, sur le bon chemin. Je vais parvenir sur ce que j'ai dit sur le numerus clausus et les bourses tout à l'heure. Je voudrais aussi parler des postes d'assistants médicaux que le gouvernement a aussi créés, qui permettent de libérer aussi des médecins des tâches administratives. Et je crois que ça fait partie, c'est pas la solution, ça fait partie d'un élément au milieu de beaucoup de solutions. Serge Descou l'a dit aussi, il faut rapprocher les médecins généralistes aussi l'hôpital. Je crois que l'exercice mixte ville-hôpital peut être aussi une solution entre les hôpitaux de proximité dans la ruralité et la réponse à la démographie médicale. Et puis, bien évidemment, il y a l'histoire des stages d'internes en médecine en territoires ruraux. Je crois que c'est aussi quelque chose de bien parce que on voit des gens qui viennent en stage et qui parfois, d'un seul coup, s'aperçoivent que la vie n'est pas si désagréable dans l'Indre ou le Loir-et-Cher ou l'Indre-et-Loire et que je pense à un exemple précis dans le Loir-et-Cher, qui s'est passé et finalement le jeune médecin s'est installé. Et comme le dit Serge Descou, il faut vendre aussi nos territoires et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir ce langage optimiste que vous venez d'avoir parce qu'autrement, si on présente toujours la ruralité comme il n'y a rien, c'est le désert, il s'y passe rien, etc., on est sûr qu'on ne va pas attirer les gens. Donc, il est clair que c'est très important et je remercie Serge Descou de ce qu'il a dit pour l'équipement numérique des départements et en particulier le déploiement du haut débit. C'est quelque chose de fondamental. La télémédecine, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vous avez été précurseur, est un des autres outils qui doivent être développés. Et je pense que pour les échanges entre les hôpitaux aussi et les médecins généralistes, le très haut débit, au-delà des consultations par télémédecine, c'est quelque chose de très, très important. Je rappelle aussi quelque chose qui a été fondamental, je n'ai plus les chiffres de l'évolution de la télémédecine, mais pendant la crise, vous le savez, le remboursement a été assuré avec le tiers payant et ça, c'était un élément d'avancée tout à fait considérable qui a permis à beaucoup de gens d'avoir accès à la télémédecine. Bien sûr, dans un projet de loi qui m'est cher sur la différenciation et la décentralisation, je pense qu'il y a aussi des choses qui seraient importantes à mettre en place pour permettre aux collectivités de recruter sur les maisons de santé qu'ils financent des personnels de santé. Je crois que ce serait très important. Et puis, je le dis, c'est accroître la place des élus dans la gouvernance des ARS. Je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent. Et je finirai sur ce que Serge Descou a dit aussi. Attention à ceux aux élus qui parfois pensent que en construisant une maison de santé, il y a des médecins qui vont arriver. L'expérience prouve que ça ne marche pas. Il faut construire des maisons de santé quand il y a la connexion qui a été faite avec les ARS, des médecins qui veulent s'installer
ou qui sont déjà installés et qui veulent se regrouper, car on le sait, et ça a été très bien dit par Serge Lescou, aujourd'hui, le médecin, c'est pas celui qu'on a connu dans notre enfance, enfin en tout cas ceux qui partagent à peu près le même âge que moi, c'est-à-dire qui venaient la nuit, qui étaient installés seuls dans un village. Les jeunes, maintenant, veulent vivre différemment, la société a évolué, ils veulent être plusieurs dans une maison de santé, ce qui est aussi favorable pour les gardes, je tiens à le dire. Et je pense qu'au fond, la réponse, elle est globale. Et vous avez, par votre exposé, Monsieur le Président du Conseil départemental, bien montré que l'État et les collectivités territoriales doivent travailler main dans la main. Daniel, tu veux dire un mot? Ton micro. Oui, moi je voudrais effectivement compléter ce qu'a très bien dit Madame la Ministre en rappelant d'abord que nous avons maintenu les zonages, la zone de revitalisation rurale par exemple, qui permet d'avoir des exonérations sociales ou fiscales pour des installations, notamment de médecins. Rappelez qu'effectivement, comme le disait le président du conseil départemental de l'Indre, il faut être dans une démarche de séduction. Et toutes les démarches de type Welcome Package ou valise de bienvenue qui permet de prendre en compte certes l'installation du médecin, mais également le fait qu'il faut accueillir son épouse, qu'il faut proposer aux enfants des activités sportives, culturelles. Il ne s'agit pas simplement effectivement d'ouvrir une maison de santé et puis penser qu'on va régler le problème. Et j'ai bien aimé l'expression du président qui disait voilà, c'est pas seulement une question de parpaing, c'est une question de médecin, mais de médecin avec son environnement familial. Et tout ça se réfléchit, se pense en étroite relation entre les professionnels et les collectivités locales. Rappelez que les postes d'assistants médicaux ont quand même beaucoup soulagé l'activité des médecins, notamment en prenant en charge les aspects administratifs. Rappelez que nous avons mis en place des dispositifs très puissants du type zéro prise en charge pour les soins dentaires, les soins optiques, et que bien évidemment ça a permis aussi de contribuer à cet effort de prévention, mais également d'une meilleure qualité de prise en charge médicale au sens large de la patientèle. Rappelez que nous avons également élargi les activités des kinés, des pharmaciens, des infirmiers à travers des délégations d'actes médicaux, simples, pour permettre voilà, une prise en charge par une infirmière des petits bobos, ce qui n'était pas le cas auparavant. Rappelez que durant la période de la crise sanitaire, plus d'1 million de téléconsultations ont été remboursées et que on a ouvert la possibilité de consultation également par téléphone. Enfin, souligner que effectivement la question des internes de médecine est une question importante parce que nous avons plus de 1500 internes tous les ans, donc c'est potentiellement 1500 médecins qui peuvent très rapidement se déployer dans les territoires ruraux, mais là aussi ça s'accompagne. Et je voudrais rappeler que nous avons augmenté la rémunération des tuteurs, des médecins tuteurs, qui accueillent des stagiaires. Et donc, l'indemnité de maître de stage a été revalorisée de 600 à 900 €. Et que, également, pour les stagiaires, il y a eu une augmentation des indemnités pour la résidence et pour les déplacements. Donc, tout ça, je crois, apporte des briques à cette question de l'attractivité qui était soulignée par le président du conseil départemental de l'Indre pour faire venir un certain nombre de médecins en zone sous-dense. Et je terminerai pour dire que, comme le disait Madame la Ministre, il faut absolument qu'il y ait une concertation entre les médecins libéraux, les médecins hospitaliers, l'administration, notamment l'ARS, les élus locaux. Et prendre un exemple, à Amboise et dans le bassin de vie d'Amboise,
tous les week-ends, des gardes sont assurées par des médecins libéraux au sein de l'hôpital d'Amboise. Si bien que les médecins libéraux prennent en charge, je dirais, toute la bobologie, tous les axes médicaux qui ne demandent pas l'utilisation d'un plateau technique important, ce qui libère du temps utile pour les médecins hospitaliers. Mais le fait aussi d'être au sein de l'hôpital, ça permet aux médecins libéraux qui reçoivent en consultation d'utiliser très rapidement les moyens techniques de type radio, par exemple, pour pouvoir avoir un diagnostic plus précis. Et je crois que cette très bonne coordination menée d'ailleurs sous l'égide de la CPTS Amboise-Montrichard donne des résultats tout à fait intéressants. En tous les cas, nous n'avons pas de problème de médecins de garde le week-end grâce à cette intelligence collective instaurée entre les médecins libéraux et les médecins hospitaliers. Merci. Alors, monsieur la baronne, c'est très bien ce que vous dites parce que je vous propose une petite séquence sur une CPTS. Alors, elle n'est pas du ressort de la MSA Berry-Touraine, mais de notre MSA voisine que l'on salue, la MSA Bosqueur de Loire, qui a eu l'avantage de réaliser un petit film sur cette CPTS. C'est assez court, mais je vous propose de le regarder tout de suite. Notre CPTS du Sud 28 a émergé en 2017 suite à plusieurs rencontres entre les professionnels de santé, qu'ils soient professionnels médicaux, paramédicaux, médico-social ou social. La CPTS Sud 28, c'est 50 ans, plus de 55 000 habitants et 280 professionnels de santé installés sur ce territoire. Pour répondre à la problématique majeure dégagée par l'ensemble des acteurs, qui est la communication, nous avons mis en place un réseau social d'entreprise qui est notre outil de communication. On utilise le réseau social GemSpot, donc qui est un réseau social d'entreprise qui permet un échange aisé entre les professionnels de santé et de façon sécurisée grâce à un hébergeur de données de santé. Cette plateforme communicative a permis vraiment une transversalité dans l'information de tout un chacun. Au sein de notre CPTS, a été mis pour les patients les plus fragiles en place une pochette sur laquelle aujourd'hui est regroupé l'ensemble des informations dont on peut avoir besoin les uns et les autres, de telle sorte à ce qu'il y ait une certaine fluidité de la prise en charge du patient. La fiche de liaison permet en fait de disposer en temps utile, au moment de la prise en charge du patient, d'informations essentielles pour sa prise en charge. Elle permet de connaître les différents intervenants chez le patient et permet une continuité des soins pour des soins de qualité au domicile. Tous ces supports nous ont permis de collaborer plus efficacement entre la ville et l'hôpital et bien sûr tout ça dans l'intérêt du patient. Au-delà de la communication qui était un passage obligé pour construire le lien avec la CPTS, le plus important pour nous c'était de développer les hospitalisations programmées pour désengorger les services des urgences et proposer une prestation de bien meilleure qualité à nos patients. Afin d'améliorer la communication entre les professionnels de santé, différents secteurs ont été créés dans le cadre de la CPTS Sud 28. Donc le référent est là pour organiser des réunions, organiser les communications entre des professionnels de santé sur le territoire qui ne se connaissaient pas toujours, ce qui permet de donner de l'humain, des relations interprofessionnelles et en conséquence un meilleur parcours de santé pour le patient. La CPTS Sud 28 nous a permis de travailler ensemble et de nous organiser afin de mettre en place les astreintes de kiné respiratoire pendant toute la période hivernale. En tant que patient et parent, c'est un réel soulagement que d'avoir accès aux astreintes kiné respiratoire et d'éviter l'hospitalisation. Au travers d'actions de prévention, nous travaillons en collaboration avec d'autres professionnels de santé autour du bien-être du patient pour l'inclure dans des actions de prévention auxquelles il n'aurait pas forcément pensé pouvoir prétendre. La CPTS Sud 28 est une formidable dynamique de regroupement de professionnels qui s'appuie sur l'intelligence collective. Pour un jeune médecin, la CPTS c'est très attractif. La nouvelle génération de médecins s'est rendu compte que travailler en groupe était beaucoup plus efficace pour les professionnels de santé, pour les patients. Et la CPTS répond parfaitement à cette demande. Depuis 2018, nous sommes sollicités par des nouvelles installations, ce qui témoigne de l'attractivité de notre CPTS sur le territoire. Ce que j'ai constaté au niveau de la CPTS, c'est que le regroupement des professionnels de santé leur influe une nouvelle énergie. Finalement, la CPTS, c'est une maison de santé, sans les murs, sans le toit,
mais avec de grands couloirs de communication. C'est essentiel de travailler auprès des professionnels de santé, au plus près de leur territoire. Si je peux simplement intervenir sur 2 points, moi je voudrais rebondir sur les propos de Serge Descou. De toute façon, effectivement, il faut que les uns et les autres, là où nous sommes, en nos fonctions et qualités, nous valorisons les territoires ruraux. Ça me paraît quand même aussi, on ne peut pas dire que tout va mal. On a aussi plein d'arguments pour faire venir des professionnels de santé. En tout cas, dans le cadre des CPTS, celle qui vous a été présentée ici, puisque j'étais présent, j'ai été sur les lieux de cette organisation. C'est nous, moi quand je dis c'est nous, c'est la MSA, donc Beauce-Cœur de Loire, qui avait géré l'ingénierie, en tout cas la relation entre toutes les parties prenantes. Et c'est vrai que nous sommes intervenus nous ici en Berry-Touraine, un peu sur Chinon. Nous avons la capacité d'intervenir, en tout cas de vous aider pour mettre en place ces communautés de professionnels de santé. Ça me paraît là aussi un point important. Juste pour dire, il y a peut-être un corps médical qu'on ne parle pas et qui est nécessaire à la vie de tous les jours malgré tout, parce qu'on en a besoin. On parle beaucoup des médecins. Il manque, on a quand même un vrai problème chez les dentistes qui sont vraiment absents. Et pour donner une idée, quasiment dans le nord du département d'Indre-et-Loire, on a, je ne sais pas si on a 2 dentistes pour une population de 30 ou 40 000 habitants. Donc ça pose quand même là une interrogation. Simplement pour vous dire aussi, et pour pas être long là-dessus, nous intervenons, quand je dis nous, la MSA intervient notamment à la faculté de médecine vis-à-vis des infirmières pour encourager les infirmières à venir sur les territoires ruraux. Voilà, nous avons aussi la possibilité nous faisons ces actions à la faculté de médecine donc de Tours pour inciter les professionnels de santé, notamment les infirmières, à venir travailler dans les territoires ruraux. Et c'est vrai que le disait Serge Descou, je crois que d'ailleurs tous les intervenants l'ont dit, aussi bien Daniel que Madame la Ministre, il suffit pas d'avoir des murs. Il faut coordonner la relation entre les professionnels de santé pour qu'ils puissent travailler ensemble. C'est ça qu'ils veulent d'abord, parce qu'ils n'étaient pas habitués historiquement à travailler ensemble. Les uns les autres, vous avez rappelé l'histoire, on s'installait dans un endroit, on s'installait tout seul, on faisait les gardes, les permanences, en fait, ils étaient de garde permanents. Ça, c'est fini. Je crois qu'on n'aura pas. Il faut aussi que la population, qu'on fasse comprendre à l'ensemble de notre population qu'on n'aura pas un médecin par village. Ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais qu'effectivement, autour de ça, il faut organiser le transport pour aller, parfois pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion. Là aussi, nous menons des actions sur les moyens de transport quand c'est nécessaire. En tout cas, des actions ont été menées par des délégués pour emmener les personnes privées de moyens de transport dans les lieux médicaux. C'est des mouvements, des associations associatives, c'est des associations qui le font. Voilà, donc on peut aussi vous aider à organiser ces aspects-là en relation bien sûr avec vous. Moi, je veux dire, notamment avec les conseils départementaux, on a tout intérêt et par rapport aux circonstances, y compris du Covid, avec, je pense, des conséquences sociales, de santé économique dans les mois à venir. Je crois faut pas se cacher non plus. Il y aura besoin de notions de solidarité, de partage, et de voir comment on peut organiser le mieux possible cet accès aux soins pour l'ensemble de nos populations, y compris par des moyens de transport rapides faits localement par des personnes bénévoles. Voilà. Mais c'est des choses que nous menons d'une manière régulière dans l'ensemble du périmètre, alors à Berry-Touraine, mais aussi dans toute la France, et des choses que les caisses mènent en relation directe avec notamment les départements. Oui, le transport solidaire notamment existe en Loire-et-Cher, est en œuvre actuellement, notamment pour permettre de transporter les gens là où ils en ont besoin, et la réflexion est en cours pour éventuellement faciliter le déplacement des personnes appelées à se faire vacciner dans le cadre du Covid. Je reviens juste sur le petit film qui effectivement retrace bien la façon dont les choses se passent. Le numérique, on le voit bien, est aussi au service des territoires, puisque c'est la coordination qui est importante à travers les réseaux de communication, ils l'ont dit, les réseaux de communication médicaux. Madame la ministre, tout à l'heure, vous vous interrogiez sur les chiffres s'agissant des consultations en télémédecine.
Au mois d'avril, donc au cœur du premier confinement, on est passé à plus d'1 million de consultations en télémédecine, alors qu'on était à moins de 500 000 juste avant. Et là, on est redescendu un petit peu, mais on voit bien que, je crois, c'est 70% de la population est prête à avoir recours à la télémédecine. Mais là, on a encore un clivage, on va dire, peut-être urbain-rural, et puis précarité et les populations les plus aisées, puisqu'en fait, les statistiques tombent tout de suite dès lors que il s'agit de population en milieu rural et dès lors qu'il s'agit de population précarisée. Mais en tout cas, la population est prête à ça et c'est quelque chose, je pense, sur lequel les pouvoirs publics et l'ensemble des partenaires en santé pourront s'appuyer. Donc les CPTS, bon, peut-être la panacée, en tout cas un mode d'organisation qui est tout à fait pertinent, adapté aux territoires ruraux, semble-t-il. Oui, voilà. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions, il nous reste à peu près un quart d'heure. Écoutez, on a avancé sur cette thématique plus vite que celle, en tout cas, ce que l'on s'était fixé dans notre timing. Il y avait également, dans ce contexte, on va dire, général d'accès aux soins et en tout cas de services à apporter aux populations sur le terrain, il y a évidemment la question que nous, MSA, enfin, le président de la MSA pourra évidemment poser à la représentation nationale sur les moyens qui seraient nécessaires pour appuyer en tout cas l'engagement et la volonté qu'a la MSA de pouvoir couvrir l'ensemble des populations agricoles et rurales. Je vous propose une petite séquence, Madame la Ministre, une fois n'est pas coutume, un extrait d'une de vos interviews au Salon de l'Agriculture, lorsque vous aviez rencontré Monsieur Cormery, dans le cadre de la signature d'un document que je vous propose ensuite, ou en tout cas Pascal Cormery se propose de réaborder juste après cette séquence. Alors le livre blanc, c'est un ensemble de propositions que nous faisons au pouvoir public. Ce livre blanc, c'est l'expression de notre rôle de partenaire de la cohésion des territoires. C'était nécessaire de présenter un certain nombre de propositions au pouvoir public en ce moment où beaucoup de gens du monde rural se sentent dépourvus de services publics, où on a vu une disparition des services publics. C'est ça l'objet du livre blanc. Le livre blanc a été conçu au plus près du terrain, puisqu'on a réalisé 4 réunions régionales où nous avons reçu des parlementaires et des membres de collectivités locales. Ça a été la conclusion de 4 journées régionales patronnées par soit des députés, soit des sénateurs. Le livre blanc, il est composé de 4 axes de propositions. Le premier touche la ruralité et la contribution des services publics au maintien d'une ruralité active. Le deuxième axe touche la dépendance. Le troisième axe touche la santé, qui est une préoccupation fondamentale. Et le quatrième axe concerne la retraite, avec des points très clairs de positionnement. L'objectif de le présenter au Salon de l'Agriculture, c'est un moment important. D'abord, c'est un moment aussi privilégié où les organisations agricoles peuvent rencontrer notamment le président de la République, le Premier ministre, un certain nombre de ministres. Nous avons eu la visite du président de la République sur le stand de la MSA. Et lors de sa venue, le président Pascal Cormery a pu lui remettre notre livre blanc. Et c'est le lancement, finalement, de notre séquence de communication autour de ce livre blanc, ici même sur notre stand. L'ambition que nous portons à travers le livre blanc, c'est d'accompagner, de préparer la négociation de la convention d'objectifs et de gestion en actant que la MSA est un partenaire incontournable de la cohésion des territoires et que les pouvoirs publics ont intérêt à s'appuyer sur nous-mêmes, sur notre réseau, pour porter dans l'acte 2 du quinquennat toute cette dimension de reconquête des territoires, de réparation des territoires ruraux, qui est l'expression de la politique actuelle du président de la République.
Bien, peut-être Pascal Cormery, un commentaire sur cette posture en fait que l'institution MSA a pu communiquer vers l'ensemble de la représentation nationale. Et puis, nous avons aujourd'hui à la fois un député, président du conseil départemental également, mais Madame la ministre, sur effectivement ce deal, sur à la fois des propositions formulées pour apporter une réponse aux besoins des territoires, et puis en face, une négociation de moyens, parce qu'évidemment, pour mettre en œuvre une politique de cette nature, il faut pouvoir discuter des moyens nécessaires. Juste quelques points, parce qu'il y a 20 propositions, donc je ne vais pas les reprendre une par une. Simplement, juste repréciser par rapport à la discussion d'auparavant, c'est aussi de former nos populations à l'utilisation du numérique, ne serait-ce que pour prendre rendez-vous et tout, hein, et tout le monde n'est pas apte. Et je rappelle, je vous disais tout à l'heure ma sensibilité pour la formation, je rappelle quand même que nous avons à peu près 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire et qui savent tout juste lire et écrire, et c'est vrai que c'est pour eux, pour ces personnes-là, une vraie difficulté, notamment d'accéder à tous les services, y compris numériques, parce que quand on ne sait pas lire, on ne sait pas utiliser normalement, on peut jouer sans doute sur l'ordinateur, mais on ne sait pas l'utiliser correctement, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous chez Doctolib et tout. Précision étant dite, l'objectif d'avoir rencontré le président de la République, d'avoir signé l'année dernière au Salon de l'Agriculture avec Jacqueline Gouraud, notamment, en tout cas, on avait préparé la signature de la convention avec le ministère de la Cohésion des Territoires sur notamment notre présence dans les maisons France Service. L'objectif, effectivement, le système de sécurité sociale à la française fait que nous avons informatiquement l'enregistrement de l'ensemble de nos populations, puisque nous connaissons nos populations à la fois par les paiements des retraites, par les paiements des IJ maladie, par le paiement des remboursements maladie, etc., les allocations familiales et tout. Donc nous avons une connaissance accrue de la situation de nos populations, des fragilités et tout. Voilà, donc nous avons cette connaissance à la fois technique, puisque ça passe forcément par nous pour toutes ces opérations. Mais je le rappelle régulièrement, et je l'avais rappelé à Jacqueline Gouraud qui connaît bien, mais aussi au président de la République, que la loi de 1948 permettait à la MSA de pouvoir mener un certain nombre d'actions, notamment sociales, sur les territoires, souvent d'ailleurs en relation avec les départements, et c'est pour ça que je remercie, je sais qu'il a été obligé d'annuler certains rendez-vous, en tout cas de modifier ses rendez-vous. Je remercie Serge Descou d'être présent aujourd'hui, parce que on ne peut pas, l'obligation c'est de pas travailler bien sûr tout seul, mais on avait effectivement, on a fait ces propositions donc au président de la République et à l'ensemble des ministres des tutelles concernées, l'agriculture, la santé et Bercy bien sûr, sur le fait que nous jouons un rôle important sur les territoires en relation avec les départements ou voire les Comcom sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc notamment, je prends le thème numéro 5 du livre blanc, c'est encourager le bien vivre des jeunes en milieu rural. Voilà, nous menons un certain nombre d'actions tous les ans vis-à-vis des jeunes pour aussi permettre à la population de rester vivre dans nos milieux ruraux. Et moi, je suis étant un fervent défenseur de ce milieu, je pense qu'on peut bien y vivre. Donc nous avons 20 propositions que nous avions déjà transmises notamment à Madame Gouraud. Je pense que je les avais transmises aussi à Daniel Labaronne lorsqu'on l'avait rencontré, sur le rôle de la MSA, sur les territoires. Et forcément, c'est ce que je disais en aparté à Daniel Labaronne tout à l'heure. Hier soir, j'ai rencontré Olivier Dussopt, donc le ministre délégué au budget, sur le fait que nous avons besoin, bien sûr, de moyens, et dans ces moments difficiles, on sait bien que dans les départements et tout, c'est compliqué, mais malgré tout, autant, et je le dis très sincèrement et très clairement, autant nous devons être performants sur le back-office, c'est-à-dire sur le paiement des retraites, sur le paiement des IJ maladie, sur le paiement des remboursements, autant il faut que les pouvoirs publics, et je le dis devant Madame le ministre en toute humilité, les pouvoirs publics doivent comprendre
que le coût de la protection sociale en milieu rural coûte plus cher, et c'est ce que je disais, il y a un coût supplémentaire qu'il n'y a pas dans les grandes concentrations urbaines, parce que quand on envoie une assistante sociale de Châteauroux à Aiguezon, il y a une notion de transport, une notion de temps, et qui fait que par nature, ça coûte un peu plus cher. Donc voilà, c'était l'objet, à la fois l'objet présenter au-delà de la mission de service public pur et dur l'ensemble du périmètre d'activité dans lequel nous nous efforçons, sachant qu'à côté, nous avons, et je terminerai là-dessus, bon nombre d'associations, alors je pense aux ACEPT sur le bien vieillir, nous avons des associations sur l'insertion, nous travaillons avec notamment le handicap aussi, et puis les MARPA. Donc voilà, nous avons un certain nombre de structures périphériques à la MSA qui sont d'abord à votre service et sur lesquelles nous sommes prêts aussi à discuter avec vous. En tout cas, souvent nous apportons à la fois de l'ingénierie et puis nous apportons dans un certain nombre de situations, bien sûr, des financements. Je pense notamment au MARPA dans certaines situations. Voilà l'objet de ces 20 propositions qui ont été faites au président de la République et à un certain nombre de ministres, notamment Madame la ministre Gourault. La question est peut-être, est-ce que du coup, effectivement, la représentation nationale et puis les collectivités territoriales, dont les conseils départementaux, voient en la MSA un partenaire susceptible de mettre en synergie l'intérêt qu'a chacun à développer cette présence sur les territoires. Je pose la question peut-être à chacun des participants à la table ronde. Écoutez, la MSA est un partenaire privilégié, nous entretenons les meilleures relations, nous avons des opérations communes et tout à fait intéressantes. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on traite les sujets les uns après les autres. Aujourd'hui, quand vous évoquiez l'organisation des soins, moi, ce qui me préoccupe dans les prochaines heures, aux prochains jours, c'est la vaccination contre la Covid, et nous essayons aujourd'hui simplement de faire en sorte de nous intéresser à nos aînés qui sont à domicile. Donc j'ai écrit à l'ensemble de celles et ceux qui sont J1, 2 et 3 qui sont à domicile pour faire en sorte, voulez-vous vous faire vacciner? Secondo, avez-vous des moyens de transport? Si vous n'en avez pas, j'assumerai. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses de façon très pragmatique. Puis je voudrais vous dire, tout là vous l'avez dit, mais lorsque nous avons lancé cette agence d'attractivité qui véritablement regroupe des centaines effectivement de structures économiques, techniques, touristiques, culturelles dans ce département, Madame la ministre, c'est vous qui présidiez cette assemblée, ce lancement. Et je vais vous dire, moi j'ai dit, en conclusion, je crois, de mon intervention, le monde rural a d'indiscutables atouts, et la ruralité, c'est la modernité de demain. Et j'en suis convaincu, et la Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à travailler la main dans la main, à tous les niveaux, État, région, département, ce que j'ai voulu faire dans l'agence d'attractivité. Et je vais vous dire que quand on se regroupe tous ensemble, la main dans la main, on est capable de faire de grandes choses. Et c'est comme ça que je vois effectivement les façons de se sortir et que nos départements ruraux soient beaucoup moins à la peine. Donc je le dis de façon très optimiste. Certes, le temps est peut-être un peu couvert aujourd'hui, mais des rayons de soleil sont en train de pointer et je pense qu'il y aura des jours bien meilleurs pour le monde rural. Moi, j'y crois fermement et en tout état de cause, c'est la politique que nous menons. Et je l'avais dit au président de la République, aidez-moi à solutionner 3 problèmes, le reste, l'enthousiasme, l'ambition, l'agnac, nous l'avons. Aidez-moi à solutionner le problème du numérique, c'est en cours et ça va être fait. 2, le problème de la mobilité, on s'y est attelé. 3, le problème de la santé, c'était le sujet d'aujourd'hui. Donc, je voudrais vraiment vous remercier les uns les autres et surtout la MSA d'avoir organisé ce débat, cette consultation, cette concertation extrêmement intéressante. Et merci encore à vous. Merci, Monsieur Descoux. Je laisserai Madame la Ministre conclure à la fin, mais peut-être Monsieur la Baronne d'abord. Votre micro. Tout à fait. Oui, merci. Écoutez, moi je considère que les territoires ruraux sont des territoires d'avenir. Madame la ministre a bien voulu m'associer à la rédaction de l'agenda rural avec d'autres élus locaux.
Nous avons fait 200 propositions, 181 ont été retenues par le gouvernement et elles se déploient à l'heure actuelle en faveur des territoires ruraux. Nous sommes associés, les membres de l'agenda rural, enfin ceux qui ont rédigé ce rapport, nous sommes associés régulièrement à la réflexion et à l'évaluation de la mise en œuvre de ces mesures dans les territoires ruraux. Et j'anime un certain nombre de visios où je parle de l'agenda rural, en lien d'ailleurs avec Joël Giraud, qui est le secrétaire d'État aux ruralités. Et à chacune de mes visios, je sens bien l'enthousiasme, l'énergie, la volonté des élus et des acteurs de ces territoires de faire de ces territoires des fers de lance, d'abord de la relance, de la transition écologique, du confortement, du lien social. Et donc, moi, je suis bien évidemment un ardent défenseur des territoires ruraux, car j'en connais le potentiel et l'énergie, l'ambition. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, moi, j'estime que la MSA a un rôle absolument prépondérant. Pourquoi? Parce que la MSA est en capillarité, en proximité des populations qui habitent ces territoires. La MSA a déployé, nous l'avons vu, des actions en matière d'information, de prévention, d'accompagnement aux outils numériques. Elle est présente dans les maisons France Service. Donc pour moi, la MSA est indissociablement liée à l'avenir et à la modernité des territoires ruraux. Sans doute faut-elle qu'elle s'adapte. Et je connais les recommandations du rapport de la Cour des comptes de mai 2020 en termes d'amélioration de l'organisation, d'amélioration peut-être de la gouvernance, de définition d'outils encore plus opérationnels. Mais pour moi, la MSA est absolument indispensable. Et elle est indispensable pour, je crois, fédérer les acteurs de santé dans les territoires au service des usagers. Elle a un rôle tout à fait prépondérant dans ce domaine. Pour terminer, si vous me le permettez, rappelez quand même que le projet de loi de finances, c'est pas le projet d'ailleurs, la loi de finances de la sécurité sociale a permis une augmentation de plus 6% de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, a permis une revalorisation de la rémunération des personnels médicaux et paramédicaux dans les hôpitaux, mais également dans les EHPAD. Rappelez le plan massif en faveur des hôpitaux. Rappelez la prise en charge d'une partie de la dette des hôpitaux. Rappelez l'évolution de la tarification hospitalière. Bref, je crois que les pouvoirs publics sont vraiment mobilisés autour de l'impératif de la santé dans nos territoires, et en particulier nos territoires ruraux. En tant que membre de la Commission des finances, je peux vous dire que nous avons suivi cela de très très près, et je m'en félicite, parce que nous devons afficher une volonté politique, une ambition politique en faveur de la santé dans notre pays. Et on le voit bien avec la crise sanitaire qui nous touche comme d'autres pays. Nous devons afficher cette ambition, cette volonté politique, et tout particulièrement, cette volonté doit se déployer dans les territoires ruraux. Et dans ces territoires, à mes yeux, la MSA est incontournable, indispensable, et je salue tout ce que la MSA peut faire dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. On arrive presque à la fin. Simplement, je voudrais m'excuser auprès des participants parce qu'on n'a pas pu non plus prendre toutes les questions et toutes les soumettre. Il y avait des questions sur, évidemment, la prévention, la santé c'est bien, mais les petites retraites, qu'en est-il? Alors c'est un autre sujet, mais qu'on ne mettra pas en débat aujourd'hui. On aurait aimé évoquer aussi la question de la santé et sécurité au travail, parce que la MSA est très active dans ce domaine-là, elle est très reconnue. On bénéficie de l'Institut national de la médecine du travail agricole qui est juste à côté à Tours et qui est très en pointe sur ces sujets-là. Et on est la seule institution qui maîtrise toute la chaîne de la prévention jusqu'à la réparation et les prestations, et nous sommes bien reconnus pour cela.
Donc voilà, je voulais juste le signaler et peut-être passer la parole à Madame la Ministre pour la conclure. À Monsieur Cormery d'abord, alors Madame la Ministre, ça à la fin. Juste parce que j'ai quand même laissé Madame la Ministre conclure, c'est quand même c'est le protocole et c'était bien ainsi. Simplement préciser que dans la ruralité, il ne faut pas oublier, en tout cas mes collègues qui sont derrière l'écran et qui nous entendent, pas oublier l'agriculture, parce que dans le point important, malgré tout, de la ruralité, même si c'est pas que ça, c'est aussi l'agriculture qui occupe l'essentiel de l'espace et et on l'a vu notamment lors du premier confinement, les pouvoirs publics, et je pense que Madame la Ministre ou Daniel Labaronne ne vont pas me contredire, il y avait eu une interrogation de savoir si l'ensemble de la population pourrait continuer à être alimentée, sachant qu'on avait l'obligation de rester chez nous. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, et je m'arrête là, dans ce cadre-là, nous avons, vis-à-vis de nos employeurs de main-d'œuvre, notamment pour fournir les légumes et tout, mis en place tout un système de prévention, de fiches contact et tout, pour informer nos employeurs, pour limiter la pandémie dans les lieux de travail et sur les lieux de travail, parce que souvent, dans ces situations-là, il y a de la proximité, hein, chez notamment les maraîchers, sous-serres et tout, notamment dans le département du Maraîcher et de l'Indre-et-Loire, et de l'Indre aussi, hein, mais il y en a un peu moins. C'est vrai que ça a été un point important. Et voilà, je tenais à le dire parce que la ruralité, c'est aussi l'agriculture et en ce moment, je pense que ça reste un secteur essentiel. En tout cas, on parle en permanence d'autosuffisance alimentaire. Je pense qu'il faut aussi encourager à nos collègues agriculteurs, en tout cas aux jeunes, à s'installer, à pouvoir poursuivre l'activité et à être présent dans les territoires ruraux. Ça reste quand même la première activité économique quand même sur nos territoires. Je tenais quand même peut-être à le préciser. Merci, Président. Madame la Ministre. Pascal Cormery a raison de rappeler le rôle de l'agriculture. Et une des conséquences, vous le savez très certainement, du confinement, en tout cas du premier confinement, voire aussi des mesures restrictives qui ont lieu, c'est que, et mon frère qui est agriculteur dans la Sarthe me le rappelait ce matin, c'est que les gens ont modifié leur façon de vivre et de consommer, et notamment sur le plan alimentaire, avec une augmentation de la consommation, je dirais, qui ne s'est pas vue depuis très longtemps. Bien, je vais terminer sur le sujet qui nous a réunis en disant 3 choses. Alors, je vais être très courte puisque Daniel Labaronne vient de le faire, mais c'est vrai qu'il y a eu une politique, et notamment qui s'est appelée le Ségur de la santé, et qui a été traduite comme Daniel Labaronne l'a dit dans le budget, bien sûr, de la sécurité sociale. C'est beaucoup d'argent qui a été mis par l'État, bien évidemment parce que c'était nécessaire, parce que l'État a compris que c'était une priorité, aussi bien en termes de soutien aux personnels médicaux avec des augmentations de salaire et des crédits d'investissement. Tout cela fait plusieurs milliards, beaucoup de milliards d'argent. Je crois que c'était très important de le montrer parce que ça montre que le gouvernement a pleine conscience, évidemment, de la nécessité de renforcer notre système de santé. Bien sûr, il y a le Ségur de la santé, mais je n'oublie pas le plan de relance, bien évidemment, qui donne aussi d'autres moyens. Et je dois dire que je suis en période de signature avec le Premier ministre de nombreux contrats de plan État-région sur l'ensemble du territoire français et que là aussi, il y a beaucoup d'investissements qui se fait en direction de la santé et je tenais à le rappeler parce que, bon, voilà, il faut bien avoir le sens des réalités et parler des choses matérielles et parler d'argent, bien évidemment. Deuxième point sur lequel je voulais revenir est la présence de Serge Lescou, président du conseil départemental de l'Indre, et tout ce qu'il a exposé montre bien sûr que tous les niveaux de collectivité territoriale sont concernés par les problèmes de santé. Le bloc communal, il joue sa part, les régions, ils jouent leur part, mais que le niveau
de collectivités territoriales qui est principalement concerné et sur lequel, bien sûr, l'État s'appuie, ce sont les départements qui sont en charge du médico-social. Et je le redis là parce que c'est quelque chose de très important et qui doit, en tout cas, dans mon esprit et dans l'esprit du gouvernement, être conforté. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans le projet de loi 4D, nous avons plusieurs mesures qui confortent ce rôle des départements. Et j'espère évidemment que tout cela aboutira. Troisième point, je voulais vous dire que bien sûr, je suis moi-même persuadée de la très grande utilité et bien sûr de la MSA. Et ce choix qui a été fait à la sortie de la guerre, hein, de garder un système particulier pour la ruralité, a fait qu'aujourd'hui, nous disposons d'un outil et d'un maillage territorial absolument extraordinaire à travers la MSA et l'organisation de la MSA, aussi bien l'organisation professionnelle que celle des bénévoles. Je tiens à le souligner car il y a un très lourd, enfin très gros, comment dire, bénévolat au sein du réseau de la mutualité sociale agricole. Et je sais bien donc tout le rôle que vous jouez dans tous les domaines que nous avons évoqués, la prévention, la présence sur les territoires, les retraites, enfin tout ce que vous avez cité. Et bien sûr, la santé. Je voudrais conclure sur un point que, au fond, vous avez évoqué, Monsieur le Président Cormery, en racontant votre déplacement auprès d'Olivier Dussopt. Oui, il y a des territoires où il faut mettre plus d'argent qu'ailleurs, parce que c'est ainsi qu'on lutte contre la fracture territoriale. Et moi, je suis très attachée au thème de la différenciation. C'est un concept qui, derrière, reconnaît qu'il y a des territoires qu'il faut aider plus que d'autres. Les quartiers périphériques des villes et les quartiers politiques de la ville qui sont des endroits très difficiles, mais aussi la ruralité. Et au fond, pour la santé, il faut faire des efforts complémentaires, supplémentaires à la ville, bien évidemment. Je pourrais parler d'un sujet dont on a parlé beaucoup tout à l'heure, qui est le numérique, et quand on a parlé de la télémédecine, et vous savez que le numérique, ça passe d'abord, comme l'a rappelé Serge Lescou, par les tuyaux. C'est-à-dire qu'il faut développer le haut débit, c'est-à-dire notamment la fibre optique. On sait, par exemple, que dans les grandes villes, les opérateurs, ils vont sans rien demander à personne, parce qu'ils savent qu'ils ont un nombre de clients suffisant pour rentabiliser le déploiement de la fibre optique. On sait que dans les zones rurales, si on veut que la ruralité soit équipée comme le reste du territoire, eh bien, il faut que la puissance publique soit présente. Et c'est ainsi que les collectivités territoriales, et je salue bien sûr l'action du syndicat entre le Cher et l'Indre qui a été développée, comme entre l'Indre et Loire et le Loir-et-Cher d'ailleurs, qui fait que les collectivités territoriales et l'État mettent la main à la poche et avec des sommes considérables pour que la ruralité bénéficie du même équipement que la ville. Donc il faut reconnaître. Et ça, c'est très important parce que c'est un débat. Vous savez, on a une vieille culture française, on est très attaché à l'égalité et à l'équité. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle est la France nécessite qu'on aide davantage certains territoires, qu'on aide davantage certaines catégories de population qui sont en plus grande souffrance. Et c'est par la différenciation, au fond, c'est aussi cela qui permettra de réduire la fracture entre nos concitoyens et entre nos territoires. J'en suis intimement persuadée, parce qu'il y a des gens qui disent on veut pas, faut pas faire de différenciation, parce qu'il faut que tout le monde soit traité de la même manière. Mais c'est un mythe de croire
qu'aujourd'hui, la France est égalitaire partout. C'est un mythe. Il faut, au contraire, prendre conscience qu'il faut faire des efforts sur un certain nombre d'endroits pour ramener et tirer vers le haut ceux qui sont en difficulté pour des raisons territoriales ou sociales. Et c'est pour ça que la cohésion territoriale et la cohésion sociale nécessitent qu'on fasse davantage dans certains domaines et sur certains territoires, dans certains domaines de politique publique et sur certains territoires. Voilà, j'essaie voilà, j'en suis absolument convaincue et j'espère que vous l'êtes aussi, mais je crois que oui. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame la Ministre, merci à vous pour votre participation, merci Monsieur le député également pour votre participation et merci Monsieur le Président du Conseil départemental pour votre participation. On est à la fin. Je voulais remercier aussi tous les participants, tous ceux qui ont assisté en tant que public à la table ronde. Pour les 3 participants, je vous invite à rester connectés après la fin du générique si vous souhaitez débriefer. Et je voulais également remercier toute l'équipe technique qui a préparé et réalisé cette table ronde dans des conditions si particulières liées à la crise sanitaire. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.